puisque maintenant nous allons parler des nouveaux modèles pour les quartiers d'affaires. Et pour en parler, j'invite donc Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris La Défense. Bonjour. Marc Lermite, partenaire EY. Karim Abras, il est arrivé, directeur général Europe d'Ivano et Cambridge. Et Éric Donnet, directeur immobilier, directeur Groupama Immobilier, pardon. Alors, donc on a parlé précédemment des transformations du travail, on va parler cet après-midi des nouveaux usages, de l'évolution des usages de la ville, et évidemment tout cela impacte les quartiers d'affaires, qui sont des espaces qui ont quand même été conçus selon les principes d'un urbanisme un peu monofonctionnel, et donc dont le modèle doit aujourd'hui évoluer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est effectivement quel avenir pour ces quartiers, comment basculer vers un nouveau modèle et surtout quel modèle. Alors peut-être la première question, je vais l'adresser à Marc Lermite, puisque vous êtes responsable au plan mondial chez EY des questions de compétitivité et d'attractivité, et à ce titre, donc, vous coordonnez les paramètres d'attractivité d'EY, et notamment un baromètre que vous avez publié en 2017, si je ne me trompe pas, avec le Urban Land Institute, qui vise à mesurer l'attractivité des principaux quartiers d'affaires. Et donc j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez réfléchi à la construction de ce baromètre et quels critères vous avez retenus. Alors bonjour à tous, merci. Et j'en profite pour remercier Christian, Alexandre et toute leur équipe parce que c'est un bon moment. Une belle, voilà, beaucoup de sujets qu'on traverse aujourd'hui. Alors, on a réalisé ce baromètre, il faut le dire, à l'initiative de ma voisine ou de son prédécesseur, qui, de façon assez lucide et assez imprudente, parce qu'il ne savait pas ce que nous allions écrire, mesurer, évaluer, classer, je vous assure que c'est vrai, ils avaient l'envie de se benchmarker, comme on dit, c'est une obligation maintenant, de dire un peu le vrai sur la position de la Défense dans le classement des grands quartiers d'affaires verticaux mondiaux. Il y en a une petite vingtaine, pas plus, donc c'est un groupe d'élite. Et le présupposé, c'est que la Défense est le premier en Europe. Voilà, c'est ce qu'il dit sur tes plaquettes, Marie-Célie, et c'est donc pas faux. Historiquement, voilà. Donc il y a un premier, on est premier pour beaucoup de choses, généralement. Mais l'idée était d'aller un peu plus loin sur deux aspects. D'abord de comprendre quelles étaient les attentes des multiples parties prenantes, entreprises, salariés, touristes, visiteurs, mais aussi bien sûr investisseurs, promoteurs, aménageurs publics et privés. Donc de faire le point, le tour d'horizon actualisé de ces attentes dans un monde, on l'a vu sur la dernière table ronde, qui change incroyablement, des attentes, des générations qui changent dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qui a 250 000 personnes dans le monde et un peu plus de 6 000 en France, 80% à la Défense. La moyenne d'âge, c'est 28 ans. Et cette moyenne d'âge, moi, elle m'échappe complètement. Je ne contrôle plus rien. Et depuis 3 ans, donc on était dans le parfait timing, on s'aperçoit, je date ça d'il y a 3 ans, un basculement total du lieu de travail, de la forme de travail, de l'attachement au lieu de travail, du détachement du lieu de travail, d'une envie très paradoxale à la fois d'être beaucoup plus chez soi ou ailleurs, et en même temps, à 70%, c'est 28 ans de moyenne d'âge, parité absolument parfaite, nous disent, à 70%, j'ai envie d'un lieu de travail. Et finalement, la Défense, ça me va. Donc on a fait ce travail d'abord, et je dois le dire avec ULI, les 40 000 membres de ULI, c'est une ressource absolument incroyable, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissez, et d'un panel témoin d'un peu plus de 200 représentants de ces différents corps de métier, points de vue, qui parfois s'opposent, font du commerce les uns avec les autres, les promoteurs, les aménageurs, les utilisateurs. Il y a des points d'accord, bien sûr, pour trouver et fabriquer des objets immobiliers intelligents, des quartiers intelligents. Mais ils nous ont, quand on a enquêté, ils nous ont d'abord dit des choses qui nous ont
peut-être pas transporté, mais qui ont remis un peu les pendules à l'heure sur les attentes en matière de nouveaux quartiers d'affaires verticaux. Ils nous ont dit à plus de 70%, ma ressource rare, mon obsession de tous les jours, c'est de retenir et d'attirer ce qu'on appelle les talents, les compétences critiques. Jeunes, moins jeunes, très techno ou compétences critiques de back-office qu'il faut aller chercher dans des bassins d'emploi où la croissance revenant un petit peu, la guerre des talents est entière. Je vous redonne un petit point de sondage sur l'entreprise pour laquelle je fais un petit peu de pub aujourd'hui, qui est la mienne. On recrute chaque année 2000 personnes, on fait venir 10 000 personnes à la Défense. Ça veut dire qu'à ces 10 000 jeunes, qui pour la plupart viennent pour la première fois de leur vie à la Défense, il faut leur donner une expérience utilisateur, comme on dit, une expérience client, agréable, étincelante, étonnante, émouvante, et si possible, qu'ils fassent le choix d'EY plutôt qu'autre chose. Accès au talent, compétences, 70%. Ensuite, 3 critères qui sont évidemment très corrélés les uns aux autres et au premier. La qualité de vie urbaine, c'est ce que nous disent les membres de ULI. 2, être à un endroit accessible de nos clients, partenaires et des marchés, donc un endroit de commerce, un endroit facile, un endroit où on puisse tout simplement exercer ses activités. Et 3e point, à peu près à équivalence, un lieu d'influence, un lieu qui ne soit pas éloigné du centre des administrations, des lieux d'influence financière, médiatique, de toutes sortes. Et puis après, parce que vous avez sans doute noté que je ne l'ai pas cité, mais bien après, la compétitivité coût, et bien après, la forme immobilière des quartiers d'affaires. C'est-à-dire que le renversement de cette table, c'est qu'aujourd'hui, dans une mutation incroyable des modes de travail et du rapport au lieu de travail, il faut tout miser sur des facteurs, pas seulement soft, mais des facteurs qui jouent sur la forme urbaine, l'image, la mixité, le dynamisme de la ville, du quartier d'affaires ville, autant et sinon plus que pour nous, utilisateurs, qui à un moment devons payer un loyer, ou en tout cas supporter une charge d'investissement, un coût au mètre carré, un loyer effectif, un loyer facial qui nous conviennent. Voilà, c'est le premier enseignement. Et ensuite, il y a, je ne sais pas si c'est à ce moment qu'il faut que je dise le ranking de la Défense, voilà, bien sûr. Et pourquoi voilà, je vous laisse continuer. Alors. Voilà, le teasing est intense. Merci beaucoup. Non, restons un instant sur les critères. Maintenant, je me tourne vers l'investisseur, Ivanhoé Cambridge. Karima Abra. Bon, Ivanhoé Cambridge investit dans les grandes villes du monde avec un portefeuille très varié de produits immobiliers, des centres commerciaux, de l'immobilier tertiaire, du résidentiel, de la logistique, etc. Donc, finalement, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous pensez des critères qui viennent d'être énoncés par Marc Lermite? Est-ce que vous adhérez complètement à cette vision? Comment est-ce que vous la nuanceriez, la compléteriez? Oui, effectivement, Ivanhoé Cambridge est la branche immobilière de la Caisse des dépôts du Québec. Donc, au départ, on travaille pour nos investisseurs. Et nos investisseurs, ce sont les retraités québécois. Donc, nous recherchons, bien entendu, pour eux, la performance, la rentabilité à long terme. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est le point de départ. Et en tant qu'investisseur, il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Il y a la façon courante, je dirais, ou voire peut-être ancienne, c'est-à-dire on achète des immeubles, on les loue, on génère de la rentabilité, ou bien on achète des immeubles anciens, on les rénove, on les restructure, on les améliore. Mais on ne fait pas que ça, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que les critères que vous avez mentionnés sont très très importants pour la pérennité, si vous voulez, des investissements. Et les deux que je retiendrai, ils sont bien entendu, ils sont quand même assez corrélés. Donc c'est vrai qu'on peut les lier, mais les deux que je retiendrai, c'est d'ailleurs les deux qui sont arrivés. J'ai lu votre étude, donc c'est les deux qui arrivent en tête, qui sont comment l'attractivité et la rétention des talents. C'est quand même le souci numéro 1 des entreprises aujourd'hui, c'est trouver les bons talents, surtout qu'effectivement il y a toute une frange de la population, les milléniaux, qui représentent aujourd'hui 35% de la main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'ils ont des modes de vie qui sont sans doute différents des nôtres. Et donc, pendant longtemps, on a pensé pouvoir se couper de cette génération. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut plus se couper de cette génération. Donc, il faut travailler pour eux, il faut les attirer. Et ça, c'est la première chose. Et puis, bien entendu,
La qualité de la vie urbaine, ça c'est également important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être dans des quartiers extrêmement bien connectés, avec des commerces, avec des services. Et on prend un certain nombre de critères en compte dans tous les projets que nous faisons, parce que je vous ai parlé des projets existants, mais nous travaillons, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler plus tard, de nouveaux projets que nous créons un petit peu partout dans le monde. Il y a un certain nombre de critères que nous prenons en compte, qui sont la qualité de l'air, la lumière, l'acoustique, la façon, les nouveaux espaces de travail modulables, bien entendu, la connectivité au transport en commun, l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre investissement ne s'arrête pas à la porte d'entrée. On prend en compte également tout l'environnement. Dans un certain nombre de tours que nous construisons dans le monde, on crée des espaces publics, on crée des jardins, on crée des terminaux de bus, par exemple à Toronto, dans CIBC Square, qui sont 2 tours de 300 000 m². Donc on prend tout ça en compte. Et bien entendu, pendant longtemps, on a cherché à obtenir toutes les accréditations en termes environnementaux, mais aujourd'hui, il y a d'autres standards qu'on essaie d'obtenir. Il y a le standard WELL qui prend en compte effectivement la santé et le bien-être au travail. Donc par exemple sur les tours du haut, on a obtenu le standard, on en parlait, mais le standard Gold par exemple. Et puis il y a l'autre accréditation qui s'appelle Wired Score, qui est grosso modo qui récompense la connectivité ou l'hyperconnectivité, je dirais même, d'une tour, d'un immeuble de bureau. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, ça, on fait en sorte effectivement d'obtenir les plus hauts scores à ce niveau-là. Il faut savoir aussi, je voudrais finir, que c'est quand même très très important de prendre en compte tous ces besoins de la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, et les études le montrent, depuis 20 ans, la productivité dans le monde baisse énormément. Et une des façons, alors il y a plusieurs façons effectivement d'y remédier, bien entendu, mais il y a le management, il y a le leadership, il y a les visions, les ambitions. Mais une des façons effectivement d'y remédier et d'essayer de tordre le cou à cette tendance, c'est vraiment de pouvoir créer des espaces où le bien-être est au centre du jeu. Et lorsque quelqu'un vient dans un espace où le bien-être est au centre du jeu, il a beaucoup plus d'énergie, il est beaucoup plus performant. Et c'est quelque chose qu'on fait. Donc on essaye effectivement de créer des espaces qui favorisent la créativité, l'innovation et la collaboration. Et avec ça, effectivement, les talents, les employés sont contents, donc nos locataires, nos utilisateurs sont contents, et donc forcément, ça améliore la performance à long terme de nos investissements. Alors vous nous avez parlé des produits, mais pas de la location. Location. Oui, alors bien entendu. Alors il y a 2 choses. Il y a effectivement, vous pouvez. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a sur les grands projets, les projets de grande envergure, il y a 2 tendances. Il y a soit on se met au centre-ville, les centres-villes sont en train d'être retravaillés, donc soit on se met au centre-ville. Donc par exemple, je vous donne l'exemple à Toronto, nous construisons actuellement 2 tours de 300 000 m², 150 000 m² chaque tour, dans le centre-ville. Alors c'est un centre-ville qui était en fait un peu un no man's land pendant longtemps, parce qu'il est tout près du centre, si vous voulez, du centre-ville, mais au niveau de la gare. Et donc vous avez une voie ferroviaire, et nous construisons 2 tours de part et d'autre de la gare, et on va couvrir cette gare par un jardin suspendu. Donc, et ce projet va permettre finalement de créer un lien entre le centre-ville historique et le centre-ville géographique, qui est effectivement là où il y a la gare. Et on crée un terminal de bus qui sera directement connecté à l'aéroport. On pourra même faire, comme à Hong Kong d'ailleurs, le check-in de vos bagages dans la gare. Donc on a travaillé avec la ville de Toronto effectivement pour créer tout cet environnement. Le jardin suspendu, ça va être un magnifique espace de verdure, etc. Et puis bien entendu, tout ce quartier-là va avoir tout ce qu'il faut en termes d'hôtels, de commerce, en termes de bars panoramiques, etc. Ça c'est du centre-ville. Soit, et bien entendu, il y a les tours du haut. Alors là, c'est pas du centre-ville, bien entendu, mais ça fait longtemps qu'on travaille avec la ZAC Paris Gauche et la CEMAPA pour créer un nouveau quartier. Ça va être l'aboutissement effectivement de ce quartier. Un peu comme à Toronto, on va se réapproprier l'espace ferroviaire, bien entendu. On va être tout près des transports. On construit 2 tours, 105 000 m² au total. Alors bien entendu avec du bureau, dernière génération de bureaux, mais également un bar panoramique, des espaces paysagers, 2000 m². On a même un local à vélo de 2000 m² avec casier et douche. Je ne sais pas si on se rend compte, 2000 m² de local à vélo. Donc c'est quand même extraordinaire. On a tous les métros et les RER à proximité, bien entendu. On a un hôtel. Et donc ça, effectivement, bien entendu, ce n'est pas au centre-ville, mais on crée une destination du fait de l'envergure du projet. Donc voilà un petit peu les deux façons de faire. Et on fait ça un petit peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on fait ça en Inde, en Chine, on a un certain nombre de projets comme ça. Ok. Alors peut-être dans le prolongement de ce que vous avez dit, est-ce que Éric Donnet de Groupama Immobilier, dont le métier aussi c'est d'investir et de valoriser du patrimoine, comment
comment vous voyez, vous, l'évolution des besoins des clients et comment vous vous adaptez à ces nouvelles demandes? Alors, Groupama Immobilier, c'est la filiale immobilière donc de Groupama, qui est un assureur vie et santé classique, qui investit un peu à l'instar de la Caisse des dépôts du Québec. On a un peu le même filtre. Nous, on a une particularité, c'est que sur nos investissements immobiliers, on est très franco-français. C'est une exposition très franco-française. On a aujourd'hui, en fait, dans nos développements, des développements importants, puisque le patrimoine que l'on gère, c'est à peu près 5 milliards d'euros en France, avec un pipeline d'opérations et de développement très important, de l'ordre de 2 milliards d'euros, qui est quasi exclusivement concentré sur le quartier d'affaires de la Défense et sur Paris, notamment les Champs-Élysées, avec un projet majeur à la Défense qui est en cours, qui est la tour The Link qu'on réalise pour le futur siège mondial de Total, donc qui va faire 135 000 m², et puis 2 enjeux majeurs sur les Champs-Élysées qu'on redéveloppe et que je vais constituer comme étant un quartier d'affaires de Paris. Notre problématique, en fait, dans ce temps qui s'accélère, on parle d'hyperconnectivité, d'hyperconnexion, c'est l'échelle de temps, en fait. On est en train de construire un immobilier, finalement, pour un horizon long, 2050. On n'est plus du tout maître du temps, parce que si on prend un projet comme The Link, on a commencé à travailler avec les équipes de Marie Célie il y a quasiment 3 ans de cela, ça a été initié en 2016, c'est un projet qui va sortir en 2024. Donc on voit qu'on a un temps de gestation de quasiment 8 ans. C'est la même chose sur les Champs-Élysées, ce sont des projets qu'on a initiés en 2013, qui vont sortir en 2022, 2023, donc 10 ans. Le temps de gestation aujourd'hui, avec cette accélération du monde, il est problématique. Pour des immeubles dont on se rend compte, en fait, si on prend un petit peu de recul arrière, on vient de livrer un immeuble à la Défense qui s'appelle Window, qui est un immeuble qui avait été construit en 1986, où finalement, 30 ans après, en 2016, on a complètement démoli, quasiment rasé cet immeuble, on n'a gardé que sa structure. Donc on a un temps de gestation immobilier de 7 à 8 ans et on se rend compte que sur un de nos immeubles, de façon importante à la Défense, il a une durée de vie de 30 ans. Donc il y a un tiers de son temps de vie qui a été consacré à sa conception, à sa production, et il a eu 2 tiers de temps de vie d'usage qui ont existé. Donc le monde va trop vite pour l'immobilier aujourd'hui, et en fait on se rend compte qu'on a un paramètre qu'on intégrait très bien dans nos métiers, qui est la valeur immobilière, la valeur des murs finalement, liée à leur localisation, leur centralité, la connexion au transport, au lieu de vie. Il y a probablement 2 valeurs qu'on a ignorées ou en tout cas sous-estimées dans les années qui précédaient et qui reviennent. C'est la valeur environnementale, puisque bien évidemment on a commis beaucoup d'erreurs et on a sous-estimé la valeur environnementale de nos immeubles. Et puis il y a une valeur d'usage, parce qu'effectivement aujourd'hui on est des producteurs, des fabricants de produits, et on n'avait absolument pas du tout intégré la valeur d'usage dans nos locaux. Donc on est en train de travailler sur cette valeur d'usage pour qu'elle reste chez nous et qu'elle ne soit pas en fait appropriée par des tiers. On parle aujourd'hui des tiers-lieux. C'est vrai que quand on parle des tiers-lieux, des WeWork, Nextdoor ou autres, dans ce que l'on peut produire, nous on produit, on apporte le produit, sa localisation. Et effectivement, ce que ces tiers-lieux apportent, c'est le numérique. Mais très honnêtement, on peut le faire. C'est quelque chose qu'on peut, en travaillant avec des gens comme Cisco ou d'autres, on peut apporter la valeur numérique. On le fait pour nos propres immeubles d'exploitation. Il y a tout l'agencement, la décoration intérieure, on va dire le côté clé en main où à l'immobilier s'ajoute le mobilier. Et honnêtement, assez rapidement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi. Et puis il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans cette valeur d'usage, qui est effectivement l'animation des lieux, le côté attraction des talents, la dynamique de faire vivre des lieux, créer un flux. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on n'a pas cette maîtrise d'animer un flux. Certains dans l'immobilier savent mieux le faire que d'autres, notamment ceux qui ont la connaissance des centres commerciaux. Ils ont l'habitude de créer des flux. Pour des investisseurs comme nous, on a assez peu de maîtrise du centre commercial. On l'a sur l'immobilier résidentiel, l'immobilier de bureau ou l'immobilier logistique. On n'a pas la connaissance de ces flux, mais donc on a une transformation de notre immobilier, on a un investissement, on maîtrise bien notre produit, de plus en plus difficilement parce qu'il faut le produire pour 2050.
Et aujourd'hui, décider, quand on dépose un permis de construire en 2019, de ce que va être notre immeuble en 2050, on prend un certain nombre de clés pour rester agile, mais j'y reviendrai peut-être après, c'est une vraie difficulté. Donc nous, on est un peu dans le brouillard. C'est difficile, un peu schizophrène, parce qu'en fait, on est aussi dans des sociétés où on nous demande de bâtir pour 2050, mais on doit toujours faire des business plans à 10 ans. Non, mais je vous propose Donc qu'on revienne sur cette flexibilité c'est une dans vraie le temps difficulté qui me paraît dans cette absolument, projection. oui. Mais en tout cas, dans ce qu'on a vu tout à l'heure et dans l'inclusion, la transformation, parce qu'il y a des métiers nouveaux qui viennent en fait auprès des investisseurs, ce que je suis en train de dire, c'est que ces métiers-là, assez rapidement, hormis l'animation des lieux, on va pouvoir y avoir accès et on y travaille. Donc nos métiers se transforment à vitesse grand V. Ils sont beaucoup plus proches de la valeur d'usage et la valeur environnementale, on en a pleinement conscience, mais on a encore une dynamique à travailler sur le long terme. Okay. Merci. Alors, il faudrait faire arrêter ce suspense insupportable et avant que Marie-Célie Guillaume nous parle de la défense, qui est quand même notre quartier d'affaires à nous, donc on a envie d'en entendre parler, que Marc Lermite nous donne en 2 mots les résultats du baromètre et la place de la défense dans ce baromètre. De ce baromètre qui a déjà 1 an et demi, donc je pense que beaucoup l'ont découvert, sinon je vous encourage à le faire sur le net, on le trouve facilement. 4e place mondiale. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de voir qui prend le pas sur chacune des 5 dimensions: talent, qualité de vie urbaine, proximité des marchés, c'est-à-dire en fait le poids de la métropole, facteur sur lequel le quartier d'affaires, par définition, n'a pas trop d'influence, mais doit veiller à sa connexion. Lieu d'influence, important aussi d'avoir dans les nombres de sièges, la qualité des sièges, la diversité aussi des fonctions d'influence, d'administration, de réseaux internationaux, et puis enfin la qualité de vie urbaine. La Défense est toujours bien placée, et quand je dis que les choses changent, c'est parce que la City, dans cette dernière enquête, se plaçait en numéro 1 mondial, très bien classé, voire numéro 1 sur quelques-uns des facteurs que j'évoquais à l'instant. Marunouchi, Midtown New York, et non pas le Financial District, qui est derrière la Défense, Canary Wharf aussi derrière la Défense. Donc Marunouchi de Tokyo et Midtown New York arrivant 2e et 3e, et la Défense juste après. Pour moi, parce que nous savons tous, c'est pas un table ronde sur le Brexit, mais que la tectonique européenne des plaques est en train de changer considérablement, pas uniquement sur les services financiers et les banques, mais sur le reste des secteurs économiques qui, en ce moment, se posent beaucoup de questions, parce que Brexit, mais parce que c'est probablement aussi le moment de nettoyer un peu ces implantations, ces façons anciennes de faire de l'implantation et de la localisation des choix. Et donc, probablement, dans la nouvelle édition, l'édition qu'on préparera sans doute avec ULI et avec sans doute Paris La Défense et quelques-uns des grands quartiers d'affaires mondiaux, on va voir les choses bouger. Mais je pense que cette 4e place est une place extraordinaire, exceptionnelle, aussi parce que, et je vais laisser Marie-Célie en parler, parce qu'elle pointe sur la capacité à attirer des startups, de l'innovation aussi dans les grands quartiers d'affaires verticaux, qui ne sont pas les quartiers centraux d'affaires, ce qu'on trouve aussi par ailleurs dans le Grand Paris, dans la capacité à se rattacher et à dire à quel point on est parti de la métropole, dans la qualité de vie urbaine. Donc là, c'est un travail à la fois d'aménageur, mais c'est aussi un travail avec les investisseurs et les promoteurs. Il y a un travail absolument phénoménal, des lignes d'horizon assez claires pour l'aménageur et pour les investisseurs qui, je pense, ont nourri cette étude et doivent nourrir les travaux des équipes de Paris La Défense. Je ne veux pas faire votre travail, mais en fait, je disais que je fais le teasing, je peux faire le passage de ballon. C'est parfait, voilà. Absolument. Bah, écoutez, prenez-le, je vous en prie. Mais voilà, effectivement, qu'est-ce que vous inspire ce baromètre, et plus largement, finalement, enfin, voilà, Paris La Défense est, en tant qu'organisme, une création récente. Donc, vous avez à cette occasion une feuille de route. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette feuille de route, et comment, effectivement, vous intégrez à la fois le sujet de ce matin, à savoir les mutations des formes de travail, et puis des opportunités historiques comme le Brexit, notamment. Vaste sujet. Vaste sujet. Donc je vais essayer d'être synthétique. Alors effectivement, Paris La Défense est une création récente. Juste 2 mots là-dessus parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. On a été créé il y a 1 an.
C'est un nouvel établissement public qui est le fruit de la fusion entre l'aménageur et le gestionnaire. L'aménageur qui était l'EPADESA, avant, qui a succédé lui-même avait succédé à l'EHPAD, et le gestionnaire qui était de facto. Donc aujourd'hui, ces deux établissements et ces deux compétences ont été rassemblées en un seul établissement. Donc nous maîtrisons la chaîne d'un bout à l'autre, depuis la conception des espaces publics et de ce territoire jusqu'à sa vie quotidienne et ses usages. Et ça, c'est très important et ça fait de nous un organe absolument unique en France et sans doute dans le monde. Ça nous donne une force de frappe assez exceptionnelle. Et puis la deuxième caractéristique, c'est que c'est un établissement local où l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que l'État a décentralisé sa compétence d'aménageur vers les collectivités locales et essentiellement vers le département des Hauts-de-Seine, moyennant un engagement très fort de ces collectivités et du département de prendre en charge le coût de rénovation du quartier, parce qu'on disait tout à l'heure, on dit toujours que la Défense est premier. C'est vrai à différents égards, et c'est d'abord effectivement vrai historiquement, puisqu'on a été le premier quartier d'affaires créé en Europe, et ça veut dire qu'on est ancien, on a 60 ans, et 60 ans, un quartier conçu sur dalle, avec les fragilités inhérentes à toutes les constructions sur dalle. Et donc on a un vrai enjeu aujourd'hui, non seulement de mutation liée à tous les sujets dont on parle là, mais déjà un enjeu de rénovation des infrastructures de ce quartier qui sont vieillissantes. Donc c'est la mission de Paris La Défense aujourd'hui, avec une feuille de route qui est assez claire. Et pour se raccrocher donc au sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce baromètre qui nous classe 4e quartier d'affaires le plus attractif au monde, évidemment, on était d'abord très heureux de ce résultat, et moi je le dis, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. On a toujours, en bon français, une très grande conscience de nos limites, et on est très doué pour se critiquer et s'auto-critiquer. Et là, quelque part, de dire qu'on était 4e le plus attractif au monde, on en est très content. Et quand on va, en ce moment, on fait beaucoup ça les uns et les autres, d'aller à l'étranger, faire la promotion de la Défense et de la place du Grand Paris dans un contexte de compétition accrue par le Brexit, évidemment, ça nous renforce dans notre capacité de conviction. Mais ce baromètre, au-delà de cet aspect, était très intéressant parce qu'il a montré où on était bon et où on avait besoin de progresser. Et notre 4e place, pour faire très rapide, essentiellement, on la doit aussi à ces 60 années d'investissement très fort et d'ailleurs d'initiative de l'État, qui fait qu'aujourd'hui, on a un patrimoine immobilier on est aussi le premier en termes de surface, de nombre de mètres carrés de bureaux, avec des bureaux de grande qualité à un prix attractif. Donc ça, finalement, ce critère-là, on est très bon, mais on a vu que c'était un critère qui arrivait assez loin derrière dans les préoccupations. Et là où on n'est pas mauvais, mais où on a besoin de progresser, c'est justement dans tout ce qui tourne autour de la qualité de vie urbaine. Et ça rejoint les réflexions qu'on a depuis quelques années, qu'on a évidemment heureusement pas amorcé avec ce baromètre, qui est quelque part avec la révolution du travail dont on parlait à la table ronde précédente, avec les nouveaux modes de vie, avec le fonctionnement en réseau, l'horizontalité. Est-ce que le fait de continuer à investir aussi fortement dans un quartier d'affaires, ça coûte très cher de faire un quartier d'affaires et de le maintenir, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? C'est une question finalement qui mérite d'être posée et qu'on s'est beaucoup posée, et on a beaucoup réfléchi justement sur ces dernières années sur la révolution du travail, et on est arrivé à la conclusion que plus on était en réseau et plus on avait cette capacité de travailler un peu de n'importe où de manière déconcentrée, plus on avait besoin de lieux d'hyperconcentration, de lieux où on pouvait se retrouver, échanger, créer du lien et créer de la valeur ensemble. Et que dans cette réflexion-là, évidemment, un quartier comme La Défense, hyper concentré en termes d'entreprise, de tissu économique, diversifié également dans son tissu économique, garder tout son intérêt. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec les entreprises qui ne cessent d'arriver. On a un taux de vacances aujourd'hui qui est historiquement bas, et on voit bien que les entreprises ont besoin d'être localisées dans des lieux où elles vont être entourées d'autres entreprises, de clients, de partenaires, des startups. Voilà. Donc les quartiers d'affaires ont du sens à condition de ne pas se contenter d'être ce qu'elles ont longtemps été, des quartiers où, comme à La Défense, un peu hors sol, avec des tours les unes à côté des autres, où les salariés arrivaient, se mettaient dans leur tour, n'en sortaient pas de la journée et puis repartaient le soir
l'image des petites fourmis qui allaient vers les transports et qui repartaient. Ça ne fonctionne plus. L'attente aujourd'hui, c'est vraiment quelque part de redonner de l'horizontalité dans ce quartier vertical. Et nous, on gère la dalle. Et la dalle, c'est justement ce qui relie les tours entre elles. Et donc, le grand enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que cette concentration exceptionnelle de talents qui se trouve à la Défense constitue une vraie communauté de talents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une juxtaposition. Et donc, favoriser tout ce qui permet de créer du lien entre les entreprises et entre toutes les personnes. Et il n'y a pas que des salariés, il y a beaucoup d'étudiants à la Défense, il y a des habitants, il y a des visiteurs, il y a des touristes, enfin il y a une diversité d'utilisateurs de ce quartier. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver non seulement à les attirer, mais à faire en sorte qu'il se passe des choses entre eux. Et donc développer des lieux de vie, les lieux hybrides, les lieux où on peut travailler mais aussi faire la fête, qui fonctionnent le soir, le week-end, développer aussi tout ce qui est autour de la culture et du sport, parce que c'est un vecteur de création de liens très puissant. Et donc ce sont des axes pour nous qui sont très fondamentaux de notre réflexion sur pas simplement l'aménagement, parce qu'en réalité, et on le voit vraiment aujourd'hui qu'on a les deux missions ensemble, notre réflexion, elle est vraiment pilotée par les usages. Et les usages, c'est plus la vision du gestionnaire qui est en contact avec la vie quotidienne, avec les problématiques de la vie quotidienne. Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit les collectivités locales qui pilotent cet établissement, je pense qu'au-delà de l'aspect politique, c'est un changement très profond. Les élus locaux, la vie quotidienne, c'est leur job, ils sont en relation permanente avec les utilisateurs. Avant, l'État, la défense était un enjeu stratégique, mais qui était piloté d'assez loin et de manière assez, on va dire, inégale et parfois un peu chaotique. Aujourd'hui, c'est une gestion par justement le terrain, par le territoire, avec l'enjeu d'ailleurs, je disais, de ne plus être un espèce de bulle hors sol, mais de se réancrer dans ce territoire en lien avec ce qui se passe autour, pas simplement les villes sur lesquelles nous sommes, parce qu'on est à cheval sur 4 villes, mais beaucoup plus largement ce très beau territoire de l'Ouest francilien. Donc ce sont tous ces enjeux-là sur lesquels nous travaillons. Alors il y a le réseau de la proximité, des entreprises qui sont présentes sur le territoire, des collectivités qui constituent le territoire de Paris La Défense, mais il y a aussi la question du réseau plus largement des villes mondiales dans lequel Paris est pris. Et là, j'aimerais que vous nous parliez d'une initiative que vous avez, je crois que vous avez initiée, hein, qui est la création d'un Global Business District Innovation Club, donc qui rassemble en fait des acteurs des quartiers d'affaires internationaux. Donc il y a Pékin, Montréal, Chicago, Paris, Guangzhou, Tianjin, etc. L'objectif, je crois que vous poursuivez, c'est celui de sortir de la compétition. Alors, on voit bien que la compétition est intense, hein, c'est bien pour ça qu'il y a des benchmarks et des baromètres, mais de sortir cette idée de compétition avec une idée de partage des ressources. Alors, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est au contraire d'être plus fort dans la compétition en nouant des alliances? J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de cette initiative. C'est un peu des deux, effectivement, les quartiers d'affaires. On est en compétition les uns avec les autres, mais en réalité, on se rend compte, quand on a l'occasion de se rencontrer et d'échanger, qu'on a des problématiques, malgré les différences culturelles qui ne sont pas à négliger. Par exemple, la réflexion sur la révolution du travail. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec nos collègues de Marunouchi, et c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément tout à fait dans les mêmes enjeux ou au même stade de réflexion que nous, mais néanmoins on voit bien qu'on a tous les sujets dont je viens de parler, tous les quartiers d'affaires se posent ces mêmes questions sur comment faire vivre ces quartiers, comment sortir de la monofonctionnalité, comment attirer les startups, et donc on s'est rendu compte que c'était intéressant qu'on crée ce réseau. Ça n'empêche pas la compétition, mais bon, la coopération, la coopétition, enfin je sais pas, il y avait différentes façons de l'exprimer. On apprend beaucoup les uns des autres, et l'idée c'est, par exemple, Paris La Défense, nous avons créé il y a à la fin de l'année dernière un accélérateur de start-up qui est chez nous, dans nos murs, avec des start-up. Donc c'est l'idée de les faire venir à La Défense, non seulement à La Défense mais chez nous, sur nos métiers d'aménageurs et de gestionnaires de ville. Et ces start-up qui pour certaines tout de suite pensent global, de pouvoir les accompagner non seulement en leur proposant d'expérimenter sur notre territoire leurs solutions, mais en les mettant tout de suite dans ce réseau international de quartiers d'affaires
pour qu'elles puissent, demain elles veulent aller en Amérique du Nord, on sait leur donner le bon contact à Montréal, à Toronto ou à New York pour qu'elles puissent accélérer leur développement. Donc c'est l'idée en fait de partager nos réflexions, de partager nos expérimentations, parce que l'époque où on faisait notre métier d'aménageur avec des visions à très long terme, on voit bien que ça, voilà, on est comme les métiers immobiliers, le temps, l'accélération du temps et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on investit, on parle des infrastructures de transport. À la Défense, on va construire 4 nouvelles gares, 2 pour le RER-E, 2 pour le SGP, le Grand Paris Express. Et en même temps, les mobilités sont en plein bouleversement. Et quand on parle de construire une gare à horizon 2030, et de ce que ça coûte, mais est-ce qu'en 2030, on sait vraiment, où on en sera dans les mobilités et dans les aspirations et les modes de transport. Donc ça suppose qu'on fasse notre métier aussi différemment et qu'on soit beaucoup plus agile, pour reprendre un terme qui a été utilisé, et qu'on soit aussi capable d'être dans l'expérimentation. Et ça, au niveau international, on y vient les uns et les autres. C'est pas évident, c'est un changement culturel profond. Et donc le fait de pouvoir échanger, partager nos expérimentations, nous aide aussi évidemment peut-être à être un petit peu plus intelligent. Vous avez parlé les uns et les autres, vous en avez parlé aussi de l'incertitude, de la difficulté d'inscrire ces démarches dans le temps, alors que c'est effectivement des démarches lourdes qu'il faut forcément, tout ça est quand même construit pour durer des années. Donc j'aimerais bien vous interroger rapidement, peut-être tous, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, faire le choix de se concentrer sur cette question de la flexibilité dans le temps, et peut-être aussi par rapport aux nouveaux usages. Je vous en prie, Monsieur Dumont, peut-être Monsieur Donnet, pardon, commencez. Une façon de créer, je rebondis sur ce que vient de dire Marie-Célie, la seule façon pour nous de pallier un peu à l'incertitude, c'est de faire des choix, et 2, c'est par rapport aux choix qu'on opère, de se créer un monde assez agile. Nous, sur les quartiers d'affaires, il faut le souligner quand même, parce que je représente un assureur qui est Groupama, pour lequel l'essentiel de notre socle de clients, c'est quand même des agriculteurs, parce que Groupama, c'est avant tout le premier assureur agricole en France. Et vous avez quand même des agriculteurs qui choisissent de mettre l'essentiel de leur argent en immobilier sur du développement sur le territoire de Paris et de la Défense. C'est un peu contre-intuitif quand même. Mais quand on parlait tout à l'heure des inégalités de territoire et zones rurales ou autres, les retraités agriculteurs en France font le choix d'investir sur une grande métropole parce qu'ils se disent que c'est la meilleure façon de sécuriser le revenu de demain. Donc là, il y a un choix qui se traduit tout de suite et pour de longues années. On ne va pas y revenir avant 2030-2040. Donc ça, il y a un premier choix en tout cas. Nous, on dit on croit au quartier d'affaires, on croit aux grandes métropoles, il faut y aller. Et il y a effectivement une zone d'incertitude. Donc il y a 3 critères qui sont pour nous des choses qui sont assez discriminantes. Le premier, c'est qu'on va être sur des quartiers d'affaires pour lesquels ces quartiers d'affaires sont réconciliés avec la ville. Marie-Célie le soulignait, la Défense a été construite sur dalle il y a 60 ans. C'était déconnecté de la ville. Aujourd'hui, il y a un travail incroyable qui est réalisé par Paris La Défense pour rattacher Paris La Défense aux villes, que ce soit Courbevoie, Nanterre, Puteaux. Le travail qui est fait autour du circulaire, qui est en train d'être complètement réaménagé, qui a déjà été réalisé sur Courbevoie et qui va continuer sur Puteaux, on transforme ce circulaire, qui est vraiment une autoroute, en boulevard urbain. Ce qui fait que derrière, nous, par exemple, on peut connecter notre futur tour The Link avec la ville de Puteaux. Donc ça, c'est le premier critère. On veut être sur des quartiers d'affaires où on soit réconcilié avec la ville. La deuxième chose, c'est qu'on veut se situer sur des territoires où, comme on n'a pas la solution de demain, nous, on rejette le standard. C'est-à-dire que tout ce qui va nous être imposé d'un point de vue hyper-planification, où à un moment donné, on cherche à reproduire exactement les mêmes choses, comme on ne connaît pas les solutions de demain, on ne veut pas être en 2050 tous confrontés au même sujet. Ce qu'il faut, c'est absolument pouvoir construire des immeubles qui soient pas du tout standardisés, mais qui soient singuliers. Et donc, la tour The Link, c'est une tour qui, sur la Défense, aujourd'hui, n'existe pas sur ce territoire. C'est une tour singulière. On est allé chercher pour ça un architecte, qui est Philippe Cammaretta, qui n'avait jamais construit de tour auparavant. De la même façon qu'on rénove et on restructure notre immeuble sur les Champs-Élysées avec des architectes qui n'avaient jamais avant
construit d'hôtels, de cinémas, de commerce. Donc il faut rechercher à un moment donné une forme de réponse dans la singularité et pas dans la norme, parce que si on est tous en train de suivre la norme, quand bien même il y a un plan, hein, Marie-Cécile le souligne, on s'insère dans un quartier, donc dans un espace urbain, mais surtout, il ne faut pas que chacun d'entre nous, tous les investisseurs, la tour du haut, ce n'est pas la tour The Link, et la tour triangle, c'est ni du haut ni The Link. Et donc il faut de la singularité pour que demain, on ne soit pas tous à avoir les mêmes solutions pour demain, parce qu'on ne les connaît pas. Et la troisième chose, c'est surtout aussi d'investir dans des quartiers d'affaires où on ne gère pas justement un stock de travailleurs, hein, ce que disait Marie-Célie aussi sur les fourmis. Il faut qu'on puisse être au sein de quartiers d'affaires qui gèrent le flux, qui gèrent l'animation des lieux, pas nécessairement une mixité sociale, parce que sur la Défense, construire des logements, c'est très difficile, c'est un peu contre-intuitif aussi, mais en tout cas, on doit être sur des lieux et des quartiers d'affaires réconciliés avec la ville, pour lequel on construise pas du tout une norme d'immeuble pour pas être confronté au même problème dans 30 ans, tous au même moment et avec les mêmes objets immobiliers, et dans des lieux qui ne stockent pas juste un streaming et une étape de la journée, mais où il y a effectivement ce flux, parce que demain, on préserve la reconversion de ces sites. Et effectivement, on aura demain des tours qui pourront se transformer peut-être en tours hôtelières, en tours de logement, en tours pour lesquels on peut avoir de l'animation commerciale. Mais c'est ces clés-là sur lesquelles il faut travailler. Une fois qu'on a eu cette réponse, et du coup ça exclut un certain nombre de quartiers d'affaires, que ce soit en France ou à l'étranger, ces 3 critères discriminants pour nous excluent un certain nombre de quartiers d'affaires de facto. Et ensuite, on travaille sur l'immeuble pour qu'il y ait effectivement cette agilité. Et donc c'est vrai que nous, par exemple, la tour The Link qu'on construit pour Total, sur plus de 50% de son socle, de son dispositif, c'est une tour qui est facilement reconvertible dans un autre objet. Elle pourrait très bien se transformer demain dans un centre de coworking, de business center, ce que l'on veut, si on garde un usage qui est différent, mais qui reste un usage de lieu de travail. On pourrait très bien imaginer demain la transformer en pôle hôtelier, parce que ça, on changera complètement d'usage, mais c'est possible. Et honnêtement, sur le plan de la structure, ça se conçoit dès maintenant, dans son socle, dans ses fondations, dans ses résistances au sol, dans les verres utilisés, dans sa conception même fondamentale. Et puis derrière, on travaille à son autonomie, à son numérique. C'est qu'aujourd'hui, nous, on va construire une tour pour laquelle il y a une redondance totale. C'est-à-dire que si demain, Paris La Défense décide de changer, par exemple, la façon dont les fluides sont amenés à La Défense, hein, on parle vraiment de eau, gaz, électricité, etc. Nous, on va être sur une tour, parce que c'est aussi son utilisateur qui le veut comme ça, Total, autonome. Donc elle pourra effectivement être sur ce qu'on appelle la redondance en totale autonomie. Donc ça, c'est des éléments d'agilité qui sont clés, différenciants, mais qui coûtent. Notre tour, elle va coûter 25% plus cher qu'une tour normale. Le coût de cette agilité, c'est maintenant. Et quand on parle d'un objet qui vaut plus d'1 milliard d'euros, le faire pour 1 milliard ou le faire pour 1,3 milliard, c'est quand même pas le même enjeu. Mais on investit pour demain, et effectivement, cette agilité, elle a un coût, et le coût, c'est maintenant. Et ça n'a pas du tout de retour sur investissement dans les 10 premières années, parce qu'on ne sait pas de quoi ça demain sera fait. Le pari qu'on fait, c'est que ce retour sur investissement, il se fera effectivement sur du long terme, et pas de façon court-termiste comme on pouvait l'être avant, et avec une vision extrêmement financière. Elle parie sur les fondamentaux de cette valeur d'usage, de cette valeur environnementale et de cette valeur immobilière. C'est vraiment ces 3 aspects qu'on cherche à couvrir. Un autre aspect sur l'agilité, c'est qu'on a une tour où on fait 130 000 m² de surface de bureaux, mais on fait 15 000 m² de surface végétale ouverte, des balcons, des terrasses, des jardins, ce qui est effectivement nouveau à La Défense, mais qui va, je pense, complètement distinguer la façon dont on vit dans cette tour, dont on fabrique l'usage. Merci. Pour poursuivre cette question, peut-être Karim Abra rapidement, et puis après on laissera Marie-Célie conclure justement sur cette question, mais à l'échelle vraiment d'un territoire plus vaste. C'est plutôt une approche d'investisseur. Écoutez, je suis d'accord avec Eric, on est à peu près pareil puisqu'on est investisseur, on est en même type d'investisseur, je voulais dire. L'objectif pour nous, c'est... Par exemple, sur Duo, la question de cette projection dans le temps, elle se pose projection dans le temps, je dirais, c'est qu'un jour, on ne parle même plus de quartier d'affaires. C'est qu'on parle de quartier mixte, d'accord ? Donc c'est ça l'idéal.
c'est qu'un jour, on ne parle plus de quartier d'affaires, parce que finalement, quartier d'affaires, ça ne fait pas rêver. Il faudrait des quartiers où on peut vivre, on peut jouer, on peut se divertir, et on peut travailler. Le jour où on ne parlera plus, le jour où vous aurez changé votre titre, et vous allez parler de quartier mixte, alors là, il y aurait eu un progrès. Nous, c'est quelque chose qu'on fait à Montréal, par exemple. On a tout un complexe autour de la place Ville-Marie, où on est en train de construire un centre commercial, un hôtel, une tour de bureau, et la place, qui est une place dans le centre-ville de Montréal, on va construire un pavillon en verre avec des serres, on exporte un concept portugais qui est Time Out, qui est grosso modo un marché culinaire qui vient s'installer sous cette serre, avec des bars, avec des restaurants, enfin plein de choses. Et c'est ça. Et demain, aujourd'hui, c'est un quartier de bureau, et demain, pour beaucoup de gens, ça sera un quartier mixte de centre-ville, et les gens verront ce qu'ils veulent voir. C'est ça l'objectif, finalement, à long terme, si vous voulez vous prémunir pour avoir plus de flexibilité. Alors, est-ce que la Défense cessera un jour d'être un quartier d'affaires ? C'est déjà le cas aujourd'hui, et on y travaille tous les jours. Effectivement, nous, on se définit, on ne cherche pas à améliorer le quartier d'affaires. Notre objectif, c'est de vraiment que ce soit un lieu de vie, avec toutes les dimensions de la vie. On parlait des centres-villes avant, et souvent les quartiers d'affaires d'ailleurs, et ça a été une particularité de celui de Paris, de la Défense, ça a été un choix à l'époque de faire le quartier d'affaires loin du centre-ville, de la ville historique, et d'en faire un lieu dédié au business et quelque part sans vie. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que la vie, elle est à la Défense. Vous avez le centre, d'ailleurs on dit qu'on est à quelques minutes de la ville historique, mais la vie est à la Défense, et c'est pas que le business. D'où, par exemple, on a Paris La Défense Arena, la plus grande enceinte de spectacle indoor d'Europe, qui est à la Défense, avec une population familiale très internationale qui vient pour des événements culturels et sportifs. Ça, c'est assez emblématique de ce qu'on est en train de faire dans cette mue d'un quartier d'affaires en un lieu de vie. Ça passe par plein d'autres choses, ce serait trop long de pouvoir l'expliquer, avec vraiment le focus qui est aujourd'hui pas sur le produit immobilier. Et pour revenir au baromètre, effectivement, le sujet, c'est pas tellement le produit immobilier, la qualité ou la quantité des mètres carrés de bureaux ou même de logements. L'important, c'est l'expérience que vivent les utilisateurs qui viennent sur ce territoire, qui est un territoire absolument exceptionnel, hors norme, assez fascinant, avec une énergie propre qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme expérience quand on vient sur ce territoire ? Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous. Je crois que nous avons une petite pause et nous reprenons dans 10 minutes sur les clusters